Re tout le monde, je vous retrouve pour le débrief de ce Tour d'Émilie 2024. Tour d'Émilie spectaculaire, on savait certainement ce qui allait se passer durant ce Tour d'Émilie, ça n'a pas loupé. Encore un solo spectaculaire de Tadej Pogačar. Mais avant de passer au résumé de la course, revenons rapidement sur les conditions de cette journée très difficile climatiquement parlant. Il a fait plutôt froid en Émilie, 13 degrés au compteur. On ajoute à cela une pluie battante quand même qui a usé pas mal d'organismes. Donc ouais, cette météo qui a quand même conditionné beaucoup de mauvaises performances chez certains de nos favoris notamment. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Passons au résumé de la course. Sur la première partie en ligne, pas grand chose à noter, comme convenu. Il y avait 5 échappés devant, derrière c'est UAE qui contrôlait pour Pogačar. Et pourtant, à 70 km, 65 km de l'arrivée, lorsqu'on s'est présenté au pied de Monte Chiaro, dernière grosse difficulté avant de rentrer sur le circuit, c'est la Lidl de Giulio Ciccone qui a accéléré violemment par l'intermédiaire de Gebreselassie. Gebreselassie qui a été incroyable parce que c'est monté extrêmement vite dans Monte Chiaro et au sommet de cette difficulté, il restait une quarantaine de bonhommes seulement. Et on n'était pas encore arrivé sur le circuit. Nos 5 échappés du jour, ont dévissé de façon très logique au fur et à mesure de la course et se sont fait rattraper par le peloton juste avant de rentrer sur le circuit final. À 46 bornes de l'arrivée, on rentre sur le circuit final. Normalement, on doit faire 5 ascensions de San Luca et donc 4 descentes. Ça roule plein pot dès qu'on rentre sur le circuit. On se jette directement dans la première ascension de San Luca. Et première grosse surprise, ou en tout cas très bonne surprise, Remco Evenepoel attaque d'entrée. Là, je me suis dit, c'est génial, ça va être une course de dingue. Remco doit être en bonne condition pour attaquer aussi loin de l'arrivée. On va avoir du spectacle. Et bien derrière, ce qui devait se produire, c'est produit. Remco Evenepoel, c'est Rassi. Il avait été suivi dans un premier temps par Pogačar. C'est un coureur d'Astana qui va contrer Remco Evenepoel. Et dans la roue de ce coureur Astana, on va retrouver Tadej Pogačar, et Matteo Jorgensen. Ces trois-là vont partir gentiment. Personne ne va réagir derrière. Lorsque Pogačar va voir qu'il y a un petit gap de 15-20 mètres qui s'est produit, il va accélérer dans les forts pourcentages juste après le petit pif-paf dont on avait parlé dans l'avant-course du Tour d'Émilie ce matin. Et voilà, il restait à ce moment-là 37 bornes, 500. Et Pogačar est parti tout seul pour un numéro de Solis, comme on a l'habitude de le voir cette année. Et derrière, ça a été le désert. On clôture cette première ascension de San Luca, on passe une première fois sur la ligne et Pogačar a déjà 25 secondes d'avance sur Jorgensen et 30 secondes d'avance sur le groupe des favoris où ça se fait vraiment pas la bagarre pour essayer d'aller chercher Pogačar. Et derrière, l'écart ne va plus cesser d'être creusé par Pogačar sur le reste du peloton. Première descente et on entame la deuxième ascension de San Luca. Au pied, Pogačar a toujours 30 secondes d'avance sur le groupe des favoris qui est emmené par la Visma. Et au sommet de cette deuxième ascension, il y a déjà une 10 pour Pogačar qui a creusé à nouveau 40 secondes sur le peloton. Au sommet de cette deuxième ascension, c'est Florian Lipowitz qui va partir en contre pour aller chercher le meilleur résultat possible. L'Allemand va faire un très bel effort et vous allez le voir, sera très mal payé dans le final de ce Tour d'Émilie. Devant pour Pogačar, ça déroule littéralement au pied de la troisième ascension de San Luca. Il a une 15 d'avance sur Lipowitz et une 30 d'avance sur le peloton. Et au sommet de cette troisième ascension de San Luca, l'écart est déjà d'une 40 sur Lipowitz et de 2,05 sur le peloton. C'est par ailleurs dans cette troisième ascension qu'on apprend l'abandon surprise pour ma part de Remco Evenepoel. C'est lui qui a lancé les hostilités lorsqu'on est rentré sur le circuit de San Luca. Alors je ne sais pas pourquoi Remco Evenepoel a abandonné, mais il semblerait que le Belge ait fait 2 ascensions de San Luca et une fois que Pogačar était parti, il est rentré directement au bus. Donc ça c'est à confirmer. Mais si c'est le cas, c'est quand même très surprenant de lancer les hostilités aussi loin de l'arrivée et de tour après de se garer. Ouais, c'est curieux. Peut-être que la météo pluvieuse, froide a eu raison des velléités du jeune Belge, mais on y reviendra un peu plus loin dans la vidéo. On revient au résumé de notre course. On entame la 4e ascension de San Luca. Au pied, Pogačar a une 50 d'avance sur Lipowitz et 2,30 sur le peloton. Et au sommet, Pogačar a 2 minutes 20 d'avance sur Florian Lipowitz et 2,50 sur le groupe des favoris, le peloton. On entame alors le dernier tour. Pogačar déroule, ne fait quasiment plus d'efforts, est prudent dans la descente, fait la dernière ascension à un rythme tranquille et vient s'imposer. Après avoir fait 90% du circuit final en solo, c'est absolument faramineux ce qu'a produit Pogačar encore une fois aujourd'hui. Dans cette dernière ascension, Lipowitz, le malheureux coureur allemand, s'est fait manger par le reste des favoris. Et pour la bagarre au podium, derrière Pogačar, on va retrouver Thomas
Pidcock à 1,54 dans le même temps que Davide Piganzoli et Michael Woods. De ce trio, la performance de Piganzoli est excellente, très bonne. Ce jeune coureur de l'équipe Cometa, il a été très bon. Et quelques secondes derrière la 5e place, on retrouve Simon Yates pour la team Jayco. Pour l'instant, je n'ai pas plus de résultats du Tour d'Émilie. Je vous mettrai à jour le résultat dans la description de la vidéo. Ça a été compliqué pour la réal du Tour d'Émilie aujourd'hui, ne serait-ce que pour pouvoir nous donner quelques images. Nul doute que les transpondeurs à l'arrivée s'étaient noyés, ce qui explique certainement que sur la plupart des sites, je ne trouve pas plus de classement que le top 5 pour l'instant, mais je vous mets encore une fois tout ça à jour dans la description très vite, dès que j'ai les résultats. Ce que je veux noter au-delà du top 5, c'est quand même rendre hommage au deuxième grand bonhomme de cette journée, qui est Florian Lipowitz, qui est parti tout seul en contre derrière Pogačar à 3 tours de l'arrivée et qui s'est fait manger de façon très malheureuse dans le dernier kilomètre. Donc voilà, hommage au coureur allemand qui, derrière Pogačar, est certainement celui qui a montré les ressources mentales les plus intéressantes. Si on fait le débrief de nos favoris qu'on avait au départ de ce Tour d'Émilie ce matin, on avait notre grand favori, Tadej Pogačar, qui a écrasé la course. On ne doutait pas de sa victoire aujourd'hui. Il a été en surclassement comme attendu. En revanche, la manière dont il s'est imposé est un tout petit peu plus surprenante. Je le voyais plutôt partir à 2 tours de l'arrivée pour une victoire en solo. Eh bien, Pogačar, évidemment, est parti encore plus tôt dans la course, à 5 tours de l'arrivée, quasiment dès l'entrée du circuit. Encore un solo magistral de Pogačar qui vient chercher sa première victoire avec le maillot de champion du monde, et quand même déjà sa 24e victoire en cette saison 2024. C'est absolument phénoménal. Derrière, on avait nos deux autres grands favoris, à savoir Remco Evenepoel, qui a abandonné dans le final de ce Tour d'Émilie, et Primož Roglič, qui, je pense, a terminé l'épreuve, mais un petit peu en galère. Roglič qui n'a toujours pas récupéré de son grand Tour d'Espagne. Il avait été très limité la semaine dernière au départ des championnats du monde. Je pensais qu'ici, sur le Tour d'Émilie, qui est un petit peu sa course, puis qu'il l'a remporté 3 fois déjà, et qui était le tenant du titre, et bien qu'il aurait de meilleures jambes. Ça n'a pas été du tout le cas. La lumière chez Red Bull en termes d'attitude est venue de Florian Lipowitz, et pour Roglič, ça a été plutôt compliqué. En gros outsider, j'avais Ben Illy et Enric Mas. Je les ai pas vus dans le final, je ne sais même pas s'ils ont terminé la course. Et sur des outsiders plus classiques que j'avais évoqués ce matin, on a Thomas Pidcock qui vient chercher une très belle 2e place. On a Michael Woods qui vient faire 4 à l'arrivée et Simon Yates qui vient faire 5. Encore une fois, je n'ai pas de nouvelles de Tiberi et de David Gaudu puisque je n'ai pas les résultats et qu'on les a pas vus à l'image. Jorgenson a de son côté lui terminé la course. J'ai bien aimé l'attitude de Jorgenson qui, à l'image du GP de Montréal, a vraiment essayé de suivre Pogačar à l'inverse de tous les autres favoris. Mais malheureusement, sa condition physique étant inférieure à celle du Slovène, forcément il a serré le moteur dans ce final du Tour d'Émilie. Et puis on avait évoqué ce matin pour la Lidl un potentiel bon résultat de Giulio Ciccone. La Lidl qui a accéléré et qui a été à l'origine d'un premier mouvement de course très intéressant à 65 km de l'arrivée. Eh bien pour le coup, le bâton leur est revenu dans la poire puisque la Lidl a été complètement absente dès qu'on est rentré dans le circuit et que Gebrselassie s'est écarté. Aucun des leaders de la Lidl, qu'il s'agisse de Ciccone ou d'un autre coureur, a performé dans les différentes ascensions de San Luca. Et ça, c'est quand même bien dommage lorsqu'on voit le travail qu'a accompli Gebrselassie aussi loin de l'arrivée. Pour ce qui est des points majeurs de ce Tour d'Émilie sur lequel j'aimerais revenir, il y a quand même quelque chose qui me paraît important d'aborder. Forcément, on a pu constater que Pogačar, lorsqu'il est parti à 5 tours de l'arrivée, eh bien, il a creusé de façon proportionnelle son écart au fur et à mesure qu'on se rapprochait de l'arrivée. Comprenez par là que, grosso modo, il gagnait 30 secondes dans l'ascension de San Luca et dans les descentes, il allait chercher à chaque fois 10 secondes sur ses concurrents directs. Ça fait quand même 40 secondes au tour. C'est phénoménal. Mais au-delà de ça, ce qu'on peut constater à l'image des championnats du monde la semaine dernière, c'est que le boulot est fait chez eux pour que Pogačar soit mis dans les meilleures conditions lorsqu'il part en solo. Il y avait quand même un assistant qui lui filait un bidon et de quoi manger au sommet de chaque ascension de San Luca. Et lorsque Pogačar, après la descente, se retrouvait au pied de San Luca, il se délestait du bidon qu'il avait. Ça fait toujours 1 kg de moins à transporter jusqu'au sommet de San Luca. Alors encore une fois, une masterclass tactique bien réfléchie, que ce soit de Pogačar ou de UAE. Et le point que j'aimerais aborder avec vous, eh bien, c'est ce côté aspect physique, aspect mental qu'ont l'ensemble des coureurs de ce Tour d'Émilie qu'on aura vu aujourd'hui. On le sait, sur l'aspect physique, il n'y a rien à dire. Pogačar est au-dessus de tous ses adversaires. Mais alors sur l'aspect mental,
final, je suis quand même très déçu de l'adversité. C'est quand même assez délirant de voir qu'une fois que Pogačar accélère, il n'y a que Jorgensen pour tenter d'accrocher la roue du Slovène. Et puis une fois que Pogačar a fait son attaque et qu'il s'est placé à 20-30 secondes devant tous les autres favoris, et bien derrière, il n'y a pas vraiment d'organisation pour aller chercher le Slovène. Et lorsqu'on regarde un petit peu qui roule derrière Pogačar, à chaque fois on retrouve les équipiers des supposés leaders au départ de ce Tour d'Émilie. Donc oui, je suis quand même très déçu de la façon dont abordent certains coureurs la course lorsqu'ils sont opposés à Pogačar. On a l'impression que Pogačar a un petit peu bouffé la tête de ses adversaires et que ces gars-là se disent non, mais Pogačar est au départ, on ne va pouvoir rien faire. Et une fois que Pogačar est parti, eh bien personne ne se met au niveau dans la tête pour faire les efforts pour aller chercher le Slovène. Et les deux seuls qui ont montré aujourd'hui qu'ils tentaient de faire quoi que ce soit, c'est quand même Matteo Jorgensen, qui était quand même pas le favori qu'on avait plus cité au départ de ce Tour d'Émilie, et derrière Florian Lipowitz, qui n'est que l'un des très bons équipiers de Roglic, certes, mais quand même, je veux dire, Remco Evenepoel et Primož Roglic étaient attendus à un meilleur niveau que ceux-là. Et si ce n'est pas sur la condition physique, eh bien on pouvait s'attendre à ce que mentalement, ces gars-là fassent quand même l'effort derrière Pogačar. Et bien ça n'a pas été du tout le cas. Et ça m'inquiète quand même beaucoup pour la semaine prochaine, puisqu'on va avoir le dernier monument de la saison, Tour de Lombardie, samedi prochain. Et j'ai presque envie de dire que Pogačar a peut-être déjà gagné le Tour de Lombardie, alors que la course n'est que dans une semaine. Mais je suis quand même très inquiet de l'attitude mentale des adversaires de Pogačar. Ils savent que physiquement, ils sont inférieurs aux Slovènes, mais si dans la tête, ils branchent également, du coup, on voit ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est-à-dire que Pogačar évolue tout seul en tête de course, parce que derrière, les mecs ont décidé de se battre pour la deuxième place, et plus pour la première. Et ça, ça a quand même beaucoup nuit au spectacle de ce Tour d'Émilie. Parce qu'à part Lipowitz et Jorgensen, on n'a pas eu l'impression que les mecs se sont dépouillés pour aller chercher Pogačar. Voilà, ça c'était pour mon débrief de ce Tour d'Émilie 2024, qui a vu une nouvelle masterclass de Pogačar se produire, un solo de 45 km, une 24e victoire cette saison. Je n'ai plus de superlatifs pour décrire ce que nous produit le Slovène en cette année 2024. On le retrouvera mardi, je pense, sur la course de Varézine, et samedi prochain pour le Tour de Lombardie. On reparlera du Tour de Lombardie au milieu de semaine prochaine, je pense. Et nous, on se voit déjà dès demain soir pour débriefer Paris-Tour, parce que demain c'est Paris-Tour et c'est une course que je vais suivre avec beaucoup d'intérêt. C'est une course qui a gagné en spectacle, je trouve, ces dernières années, avec l'introduction des chemins de vigne. Demain, il y a quand même 3 têtes d'affiche qui sortent du lot en cette fin de saison, à savoir Mats Pedersen, Jasper Philipsen et Arnaud Deligne. Voilà peut-être le trio qui devrait se disputer la victoire demain. Côté français, on regardera ce que sera capable de nous produire Christophe Laporte pour la Visma. Je trouve qu'il termine très bien la saison, et demain, Paris-Tour est une course qui lui convient relativement bien, en tout cas autant que les 3 mecs que je vous ai cités juste avant. Donc c'est une course dont je me ferai le plaisir de vous débriefer demain. Si vous voulez la suivre, elle sera en direct sur France 3 à partir de 15h. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous retrouve demain pour Paris-Tour. D'ici là, portez-vous bien et bon dimanche. Salut, ciao!